donc un générique, le pervers narcissique a besoin de sa victime pour se jouer. En fait, d'ailleurs, 95% du plaisir du pervers narcissique, souvent, c'est d'avoir justement un chemin plutôt qu'un objectif. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas vraiment que cette personne soit détruite. Par contre, le chemin qui l'a fait culpabiliser, qui l'a fait être mal et tout ça, ça c'est un plaisir. Bonjour à tous, vous écoutez Cherry on Top, le podcast spécialisé dans la romance signé Cherry Publishing. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent autour de leur rapport à la romance, l'amour, les relations, la sexualité et la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de love store ou même de créateur d'applications de rencontres, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter ma conversation avec Pierre Dubol. Alors, Pierre Dubol est psychologue clinicien, mais il se cache également derrière un compte Instagram que vous connaissez peut-être, Sexopsycho. Comptant près de 24 300 abonnés maintenant, il y fait rimer, comme il le précise dans sa description, sexualité, psychologie et humour. À l'aide de tout un tas de petits outils, de conseils et d'informations, il lève le tabou sur certains aspects de la sexualité et nous en apprend tous les jours un peu plus sur le sujet. Et petit bonus, il fait des reels qui vous feront à coup sûr pleurer de rire. Avec Pierre, j'ai décidé d'aborder le sujet complexe mais essentiel des relations toxiques. Comme vous le savez, ce sont des types de relations qui blessent énormément les personnes qui en sont victimes, et c'est pour cette raison que chez Cherry Publishing, nous mettons un point d'honneur à proposer des romances saines à nos lectrices. On s'interroge donc avec Pierre sur cette notion, plus précisément sur celle du personnage que l'on appelle le pervers narcissique, sa définition, ses représentations. Bref, c'est un épisode très intéressant donc que je vous laisse découvrir tout de suite. Bonne écoute. Et du coup, écoute, je te remercie d'avoir accepté de participer à notre émission donc Cherry on Top, le podcast de la maison d'édition Cherry Publishing, où on essaye d'aller un peu à la rencontre d'acteurs qui peuvent informer nos lecteurs autour de sujets qui concernent la romance, puisque c'est ce qu'on publie en majorité. Et donc voilà, on est content de te recevoir. Et est-ce que tu pourrais peut-être te présenter Merci beaucoup de m'accueillir. Du coup, moi je suis Pierre Dubol, je suis psychologue clinicien. Donc j'ai un cabinet libéral sur Nîmes, dans le sud de la France. En ce moment, ma pratique s'est tournée de plus en plus vers la spécialité dans la sexualité. Où je ne fais pas que ça, mais c'est une grande partie de mes semaines, et notamment avec le compte Instagram Sexopsycho que j'ai lancé il y a presque un an et qui marche plutôt bien et qui m'a même mené à être là finalement aujourd'hui, puisque sinon on ne saurait pas que j'ai ces spécialités-là. Oui, c'est vrai. Mais oui, ton compte, qu'est-ce qui t'a poussé à le lancer ? Parce que c'est vrai que tu partages beaucoup de concepts, de petites astuces, les Reels aussi, oui. Ta dernière spécialité. Oui, c'est clair. En fait, au tout début, c'était vraiment... comment dire ? J'avais envie de pouvoir donner de la vulgarisation à des concepts. Et en fait, dans les troubles sexuels, très souvent, il y a un tel tabou qu'on se retrouve à même pas pouvoir réellement parler de la profondeur des choses, de leur fréquence. Et c'est ça qui crée presque une pathologie à part entière, c'est celle du silence. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire une dizaine de posts. Si j'ai 300 abonnés, c'est super, sur ça. Et puis aujourd'hui, voilà, on est un an plus tard, j'ai fait 280 posts et il y a 22 000 abonnés. Donc voilà, c'est une surprise, mais au début, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, à un endroit, ce sera facile de retrouver tous les troubles sexuels. Et en fait, avec le temps, c'est devenu des outils thérapeutiques. Oui, tu as fait des petites catégories. C'est ça, oui. Oui, en fait, il y a une catégorie rouge, c'est parlons-en. Et en fait, je dénonce un fait. En fait, les choses qui sont parfois sous silence, comme par exemple, là, la dernière date qui marche très bien, c'est celui d'aller aux toilettes après un rapport pour éviter les infections. C'est un rappel évident pour certaines personnes, mais qui est nécessaire pour plein d'autres qui ne le savent peut-être pas, et surtout pourquoi. Et après, un outil thérapeutique, ça je tape dans ma boîte à outils de psy, quoi, voilà. Et en général, ces deux trucs plaisent vraiment beaucoup. Et après, je peux me permettre d'aller vers des petites FAQ, des fois aux questions, ou alors des reels ou des vidéos humoristiques sur la sexualité, la psycho. Voilà. Oui, qui sont plutôt marrants à regarder. J'ai une petite base de communauté qui aime ce rendez-vous, mais après voilà, c'est pas forcément ce que viennent chercher tous les gens, mais voilà, je dis qu'il faut se faire plaisir au travail, donc voilà. Je suis assez d'accord, mais c'est vrai que c'est assez intéressant pour nous parce que par exemple justement, je rebondis sur le post que tu as fait sur aller aux toilettes après un rapport, et c'est aussi pour ça qu'on a lancé ce podcast, c'est parce que c'est par exemple des choses qu'on va pas voir dans les romans, qu'on va pas voir, je pense aussi au cinéma, des petites choses comme ça où justement on s'est dit ce serait cool qu'à côté des romans
parce qu'on veut pas blâmer des gens qui vont aller lire des romances ou qui vont aller voir des films au cinéma, etc. Mais on voudrait juste leur donner des clés de compréhension, des outils à travers justement différents acteurs pour dire en fait c'est bien de prendre conscience que la réalité c'est ça et que peut-être inconsciemment on fait des choses parce qu'on les voit ou qu'on les lit et que c'est bien de déconstruire un peu tout en continuant à profiter de la fiction. Parce que c'est un peu le souci qu'on a observé, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont assez récurrents dans les histoires qu'on peut recevoir ou qu'on peut croiser et où l'excuse c'est un peu ouais mais c'est de la fiction, mais du coup c'est vrai que c'est bien aussi à côté d'avoir des choses pour comprendre. Et du coup les petits posts comme tu fais, c'est un peu des choses qui nous ont interpellés et c'est assez intéressant. Et en fait moi je voulais parler avec toi aujourd'hui de la notion de relation toxique. D'accord, oui. Parce que c'est quelque chose qu'on essaye beaucoup d'éviter, parce que comme tu le sais, je pense que la romance, c'est un genre qui pâtit malheureusement de beaucoup de clichés. Oui. Et nous, chez Chéri Publishing, on essaye quand même toujours d'accompagner les auteurs dans une démarche de... déjà de ne pas tomber dans trop de clichés et d'avoir quand même des relations qui sont assez saines. Et s'il y a un problème, d'expliquer. Tu vois, je pense au bad boy qui est vraiment méchant et toxique juste parce qu'il a des fêlures, quoi. Oui. Et point, c'est la seule explication. Ou alors il a des traumas, ouais, voilà, et tout. Il y a quelque chose chez lui qui est cassé et ça justifie tout. Voilà, exact. C'est exactement ce qu'on essaye d'éviter et on essaie quand même de donner une certaine profondeur au personnage, etc. Mais c'est un vrai problème, quoi. Et donc j'aimerais commencer par te poser la question. En fait, c'est quoi la définition d'une relation toxique? Parce qu'on entend beaucoup de petits termes, tu vois, je pense au breadcrumbing en anglais, ce genre de choses, de petites expressions, mais c'est quoi la définition que tu donnerais, même si c'est peut-être un peu large comme question? C'est large, mais déjà on peut le réduire avec quelque chose, c'est que très souvent les gens confondent relation toxique et personne toxique. C'est-à-dire que relation, le terme est très important, c'est parce que parfois on peut être deux personnes très très bienveillantes, très positives, des belles personnes, et être dans une relation toxique malgré tout. La toxicité, en fait, elle se définit par le fait d'être freiné, ralenti et impacté et blessé par une relation. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui va être de l'ordre de la blessure et de la fêlure, mais qui est visible. Dans le sens visible, c'est pas tout, parfois c'est insidieux. C'est-à-dire que, par exemple, c'est ce que j'appelle, là, en fait, un des prochains posts qui sort dans quelques jours, c'est par exemple, la gratitude manipulatoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois où on place, par exemple, l'autre dans une situation où on va lui faire dire « merci ». Je crois, voilà. C'est-à-dire par exemple, lui dire bah oui, j'annule les rendez-vous avec tes parents, mais en même temps, tu t'avais l'air de pas aller bien, tu pourrais me remercier. Alors qu'en réalité, depuis le départ, c'est cette personne-là qui n'a pas envie d'y aller, ce repas. Et il se sert de quelque chose pour impacter le côté remercie-moi en plus. Donc il n'y a ni culpabilité, ni recul sur soi. Et en plus, on impose quelque chose à quelqu'un sans l'avoir consulté. Ça, c'est toxique. C'est-à-dire qu'on a aliéné le choix d'une personne. Et en fait, on est ni plus ni moins sur de la violence, en fait. Voilà. C'est pour ça que souvent on parle du violentomètre. Moi, j'ai même prévu de faire un roman graphique sur les violences quotidiennes. Et la toxicité, c'est vraiment ça, c'est le fait de constater qu'on a un chemin pour faire du bien ou communiquer, rester neutre. Et en fait, non, on prend même le chemin de la dominance, le chemin de la domination, de quelque chose où on va impacter l'autre. Et du coup, il n'y a pas forcément un... Parce que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup... Enfin, souvent, dans les schémas... Et moi, à chaque fois, je reviens un petit peu aux histoires qu'on reçoit dans les schémas qu'on voit. Il y a souvent la victime et le bourreau. Oui. Et du coup, c'est pas forcément ça. Ça, on serait plus dans une relation du coup de ce qu'on appelle parfois la perversion narcissique. Ouais. Parce qu'en fait, le pervers narcissique n'est rien. Quand je dis le, ça peut être là. Ça n'a pas de genre. Donc un générique. Le pervers narcissique a besoin de sa victime pour se jouer. En fait, d'ailleurs, 95% du plaisir du pervers narcissique, souvent, c'est d'avoir justement un chemin plutôt qu'un objectif. C'est-à-dire que mon objectif, c'est pas vraiment que cette personne soit détruite. Par contre, le chemin qui l'a fait culpabiliser, qui l'a fait être mal et tout ça, ça, c'est un plaisir. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être ce chemin-là, c'est qu'il y a des fois des relations toxiques où il n'y a pas forcément une personne toxique. Par contre, quand elle est toxique, ça peut être souvent des pervers narcissiques ou des gens qui ont des failles à l'estime de soi, de l'égocentrisme, voilà. En tout cas, quelque chose qui est de l'ordre du trouble individuel qui va se jouer sur l'autre. Ça, oui. Et est-ce que les pervers narcissiques, ils ont conscience de ça? Alors, en fait, en général, les pervers narcissiques ont conscience de ce qui est bien ou mal, entre guillemets, mais ils ne ressentent pas la culpabilité, en fait. D'accord, ok. En fait, s'ils ne le ressentent pas, c'est parce qu'ils trouveront toujours quelque chose pour justifier pourquoi ils ont fait quelque chose. Et en fait, si jamais on leur pointe du doigt le fait qu'ils ont fait quelque chose de méchant,
ils vont forcément réussir mais vraiment sans mauvaise foi, vraiment réussir à trouver que la personne, elle le méritait ou qu'elle aussi, elle avait fait du mal avant. Enfin voilà, il y a quelque chose qui vient justifier. Les pervers narcissiques, c'est leur particularité, c'est qu'ils n'ont aucun recul sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de se dire « je ne dois pas faire ça ». Et en fait, ils sont que dans la jouissance immédiate. Donc non, il n'y a pas ce recul malheureusement. Sinon, ils seraient beaucoup plus en cabinet libéral. Voilà. Et je les vois jamais. Voilà. Mais en fait, c'est parce que ça me fait penser au fait que souvent, nous, on n'a pas trop ça dans nos histoires à nous parce qu'on y fait très attention, mais à titre personnel, moi, j'ai déjà lu des choses où, moi, par exemple, je compatissais pas du tout avec le personnage. Et je pense, par exemple, à la série You. Oui, d'accord. Oui. Où il y a beaucoup de personnes qui sont allées vers l'acteur en disant qu'elles aimeraient bien, enfin, elles comprennent. Elles comprennent le personnage, etc. Et l'acteur était là en mode vous devriez pas compatir du tout avec mon personnage parce que ça excuse rien, etc. Et du coup, je me demandais effectivement. Il y a ça aussi, c'est que dans la série You, comme c'est une série qui flirte avec le clinique, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie un peu fictive qui, dans la vraie vie, serait compliquée d'avoir comme ça. Mais cette partie-là, en fait, c'est un peu comme le Joker. C'est-à-dire que les gens ont vu le Joker, il y a une partie qui ont adoré. Qui sont un peu fascinés par le personnage. Voilà, qui presque se disent « je le comprends ». Et je pense que c'est cette partie-là qui fait que, en fait, on voit sa vulnérabilité à travers ses actes. Alors que dans la vraie vie, un pervers narcissique, on ne voit pas sa vulnérabilité. Et souvent, la vulnérabilité qu'il nous laisse montrer, c'est une vulnérabilité de mensonges. Il va raconter des fausses anecdotes où il est la victime, en parlant des ex, par exemple, en disant qu'il a été malmené comme pas possible. Et très souvent, en fait, c'est tout ça qui va faire qu'on lui voit de la vulnérabilité. Et du coup, en fait, les pervers narcissiques, ils sont en deux axes. Il y a le libidinal, celui qui essaye de... C'est le terme qu'on donne, hein, mais ça porte mal son nom. Et en fait, c'est je vais être... écraser l'autre pour pouvoir me sentir supérieur. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, je vais renvoyer les personnes, comment dire. Par exemple, ça me fait penser à Kim Glow, je ne sais pas si tu vois qui c'est, de Télé-Réalité, qui avait dit moi, pendant le confinement, je peux partir où je veux et tout ça, vous allez retourner à vos vies médiocres et tout ça. Elle avait besoin de se rehausser en écrasant l'autre. Voilà. Okay, Par contre, tu as d'autres personnes qui vont faire exprès, et là, c'est le pervers narcissique, ce qu'on appelle un mince sadique, c'est que lui, son but, c'est de jouir de la souffrance. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment d'appuyer là où ça fait mal. Si, ah oui, t'es pas capable de ça, mais en même temps, on le savait que t'étais pas capable de ça, et ainsi de suite. Voilà, j'ai appuyé ça, finalement, ta mère, elle avait plutôt raison par rapport à ça. Voilà, de faire exprès d'appuyer là où ça fait mal, en fait. Pas pour se rehausser, mais pour, en fait, se faire souffrir. Voilà. Ils sont pas nombreux dans la société, mais le problème, c'est que c'est le pervers narcissique de beaucoup de personnes en général. Ils ont un bon rayonnement autour d'eux, on va dire. Parce qu'il y en a un dans une famille, tout le monde y a été impacté. Voilà. Enfin, d'où ça vient, ça ? Pourquoi Alors, c'est vraiment super large, peut-être, comme question, mais c'est vraiment que je me demande pourquoi un pervers narcissique, c'est un pervers narcissique ? Alors, on parle de la thèse toujours biopsychosociale, c'est-à-dire que déjà bio, parce que ça doit être dans son cerveau déjà à la base, il y a une chimie qui fait que c'est comme ça. D'accord. S'il a eu des parents qui ont eu des troubles mentaux aussi, des dépressions, de l'anxiété, enfin peu importe. Et ensuite, psycho, parce que cette personne-là va se construire avec un ensemble d'expériences qui vont venir valider le comportement peut-être. Et après, social, en fait, s'il trouve effectivement les victimes sur qui jouer son trouble à chaque fois. Et donc, du coup, tout ça, ça galvanise. Donc, c'est quelqu'un qui est pervers narcissique va jamais réussir à arrêter de l'être. Il va peut-être diminuer ses comportements, mais il faudrait qu'il y ait une motivation interne. Et très souvent, en fait, la motivation, elle est externe, dans le sens où c'est les gens qui le rejettent, si jamais ils le repèrent. Mais à ce moment-là, il s'en va, il change de vie, il fait autre chose, et il rencontre de nouvelles personnes avec qui il va jouer le même rôle. Donc, en fait, un pervers narcissique, on n'arrive jamais vraiment à le confronter. Il finit toujours par fuir, en fait. Ça me fait vraiment... En fait, ouais, déjà, ça me fait peur. Et puis, en plus, ça me fait... Je me dis, du coup, c'est aussi valable dans les amitiés, ce genre de personnes. Parce que moi, je pense aux relations amoureuses par rapport à ce qu'on publie et ce qu'on lit. Ouais. Mais du coup, dans le cercle amical, on peut aussi avoir ce genre de en fait, le pervers narcissique, son but, c'est d'être le plus proche possible de la personne. Et en fait, il fonctionne par OK, pas OK. C'est-à-dire qu'une personne, si elle me donne du temps, elle me donne de la croyance et qu'elle me montre que ce que je lui dis, ça le porte, OK. Par contre, si un jour elle commence à dire « Ouais, mais là, je pense que c'est pas vrai ce que tu viens de dire » ou alors « Oui, lui, il m'a dit de me méfier de toi et tout ça hop, pas OK. » Et en fait, si jamais, imaginons, on est dans un groupe d'amis et qu'il y a une personne qui commence à être pas OK, je ferai exprès de tout faire pour que tout le monde pense que cette personne n'est pas OK. Je vais l'enfermer là. Et souvent, dans le couple,
prive des familles, on prive des amis, il n'y a plus personne qui vient à la maison. Parce qu'en fait, ces gens-là sont des potentiels pas OK. Donc du coup, on va tout faire pour qu'elle se dise que tout le monde n'est pas OK. Et que lui, il reste OK. Voilà. Mais on a vu, il y a une romance qui est très connue, dont là, le titre ne me revient plus. Je sais que c'est connu parce que j'ai la couverture en tête, en fait, mais j'ai pas le titre. Non. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, pardon. Sûr. Et oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je te disais que la couverture me vient en tête parce que c'est toujours la même pour les tomes. Bleu, vert et jaune. Oui, c'est ça, je crois. Mais je crois que ça change pour chaque tome. Ouais. Mais oui, il y a ce truc de, je crois, il l'isole un peu de ses amis. Enfin, il veut vivre avec elle, mais au bout d'un moment, ouais, donc elle pense que c'est ses amis qui sont contre le petit ami en question, que c'est eux qui devraient pas penser comme ça. Du coup, c'est un peu Il y a le OK, pas OK, et on est encore là-dedans. Hein. C'est, je ne réfléchis pas à ce que tu pourrais vivre, je réfléchis à qui pourrait me contrecarrer. Et ça se sent parfois dans un repas, ça bascule. Une personne qui va, par exemple, dire oh non, je suis pas d'accord avec toi. En rien qu'une phrase comme ça, cette personne peut devenir pas OK et plus la revoir. Oh là là. C'est terrible. Mais bon, en tout cas, voilà, ça reste quand même minime dans la société. Mais ces personnes-là, elles vont rencontrer beaucoup de gens et elles vont faire beaucoup de marques à beaucoup de gens parce qu'elles arrivent à nous convaincre que le problème vient de nous, toujours. Et finalement, quand la relation s'arrête, il y a tout le monde autour qui dit « Ah, c'est une bonne chose pour toi », mais on en garde quand même une grosse fissure en général. Bien sûr. Et ça met beaucoup de temps de se remettre de ce type de personnage. Et pourquoi tu penses que il y a beaucoup de personnes qui fantasment ce type de personnes? Dans les romans, j'ai l'impression que le personnage masculin il est souvent fantasmé alors qu'ils ont quand même ils posent quand même certains problèmes. Bon, il y a plein de pistes. Hein. Du coup, moi, je ne parlerai pas sur le versant psychanalytique parce que c'est pas mon domaine, mais sur le versant psychologique, on est dans l'ordre. Moi, j'évoque souvent les schémas cognitifs. C'est plein de choses qu'on répète dans la vie, comme par exemple, une personne qui a un schéma d'abandon, imaginons, elle va avoir 3 possibilités de réaction. Un schéma d'abandon, c'est-à-dire un dysfonctionnement à ce niveau-là. Il y a plein de gens qui ont un schéma d'abandon. Ça se trouve, toi et moi, on a un schéma d'abandon, mais on arrive à le gérer au quotidien. C'est quoi, par exemple, un exemple Un exemple, c'est j'ai eu mal à gérer. Ça me fait vraiment de mal quand quelqu'un me rejette ou m'abandonne comme ça. Mais ça ne me fait pas du mal au point de tomber en dépression. Mais peut-être juste ce qu'il faut pour que pendant 3-4 jours, j'y pense beaucoup. Voilà. Donc ça doit être super courant. Fréquent, voilà. On a les schémas, de toute façon, tout le monde en a et c'est normal. Il y en a 18. Et en fait, il y a des gens, s'il y a une personne qui s'en va, ils disent « Ah bon, de toute façon, c'était un con. » Puis hop, il passe à autre chose. Ouais. Il y a d'autres personnes, non, ça les altérait vraiment. Voilà, mais c'est chacun sa manière de réagir, c'est comme ça. Par contre, quand on réagit, il y a un exemple de soumission qui va être, je vais me mettre en couple à chaque fois qu'il y a des personnes qui me mettent en insécurité, qui m'abandonnent à nouveau, parce qu'en fait, je connais que ça. Et exemple de l'évitement, c'est je préfère être seul que mal accompagné. Du coup, là, tu vois, je prends pas de risque, je me mets à distance, et finalement, on crée un peu les conditions de ce malheur. Et après, quand on a vraiment peur de l'abandon, on peut être aussi dans la contre-attaque, c'est je sens qu'il va me quitter, alors je vais le quitter avant qu'il me quitte. C'est-à-dire que je ne veux tellement pas vivre l'événement que c'est moi qui vais prendre les rênes. Mais ça se trouve, il n'y avait aucune raison pour que la personne nous quitte. Donc voilà, les schémas, c'est plutôt là-dedans que je le vois, c'est que les pervers narcissiques, du coup, s'il y a une sorte de fantasme sur eux, c'est que parfois ils appuient sur les schémas qui nous sont bons. Puis on ne va pas se mentir, les pervers narcissiques aussi, dans les premiers temps, ils ne nous vendent pas l'image qu'ils vont nous faire après. C'est pour ça que je dis la règle des 3. Un pervers narcissique se calcule au bout de 3 jours, 3 semaines et 3 mois. Souvent, ils montrent leur vrai visage à ces 3 étapes. Je ne savais pas du tout ça. En fait, au bout de 3 jours... il y a quelque chose dans la communication qui va changer. Dès 3 jours, c'est super tôt. Parce qu'en fait, 3 jours, on est le firmament de l'importance de cette personne. Il nous répond à tous les messages. Au bout de 3 jours, d'un coup, il y a il n'a pas répondu ce jour-là, ou alors il nous a dit quelque chose qui nous a interrogé, ou alors il a raconté quelque chose de blessant, qui lui est arrivé. Il y a un changement d'attitude. Il y a un truc, il y a un petit switch. Ensuite, 3 semaines, là, c'est autre chose. C'est mes envies ont changé, mes besoins ont changé, ou j'ai un problème dans là. C'est encore plus massif. Et après 3 mois, là, à partir de là, on peut vraiment être dans la relation toxique. Où souvent, les gens qui se disent c'était bien au début, souvent, on se rend compte que c'est les 3 premiers mois qui étaient bien. Souvent, après, c'est là où ça a basculé. Mais du coup, on se raccroche au début, quoi. Exactement, parce qu'on l'a connu autrement. Et puis surtout, cette personne-là arrive à nous faire croire que c'est nos événements de vie qui nous ont fait changer au bout de 3 mois, en fait. Alors, il ne le dira pas comme ça, le pervers narcissique, mais il va tout faire pour qu'on arrive à se dire « Ah oui, mais c'est vrai qu'en plus, à cette période-là, je n'étais pas bien par rapport à ce collègue de travail et tout ça. » C'est un peu comme quand on regarde l'horoscope. On trouvera toujours un lien avec ce qu'on vient de vivre. C'est l'effet Barnum. Voilà. C'est ça, l'astrologie, c'est quelque chose qui peut être prouvé, mais l'horoscope, quand on le lit, c'est un effet Barnum. Voilà. C'est pareil avec les pervers narcissiques. Ça me fait super peur. Alors après, voilà, il y a
je pense qu'il y a une vraie sensibilité par rapport à ça de plus en plus dans la société et qu'on sait les repérer. Surtout maintenant, on arrive beaucoup plus à se séparer des gens plus facilement. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Il y a des gens, ils se mariaient avec des pères narcissiques, ils restaient toute leur vie, quoi. Donc voilà, parce qu'ils n'avaient pas le droit un jour, même s'ils se rendaient compte de ce qui se passait, ils ne pouvaient pas s'en aller. Aujourd'hui, on a vraiment cette liberté de se dire peut-être que on peut subir un père narcissique un maximum 3 ans, quoi. Voilà, en moyenne, on va dire. Et c'est déjà bien de pouvoir s'enfuir assez tôt. Voilà. Oui, c'est sûr, 3 ans sur une vie au moins. Voilà. Bon, après, le rebond est de 3 ou 6 ans après, sûr, évidemment, mais bon, malgré tout. Voilà. Mais c'est vrai que dans les histoires, nous, on a parfois des personnages qui se séparent parce que justement, il y avait quelque chose de toxique. Et des lecteurs qui peuvent pas trop comprendre, en mode, mais il avait des problèmes et tout. Par exemple, on a une romance où les deux personnages, ils sont un peu dans un aspect duo-duel. Il y a toute une intrigue où, à la fin, au lieu que ce soit, par exemple, le personnage masculin qui devient roi, parce que c'est une fantaisie, qui devient roi d'un royaume et que le personnage féminin le rejoigne, c'est plutôt l'inverse qui se produit parce que pour tout un tas de raisons, c'est plus pratique que ce soit la personne et plus logique que ce soit le personnage féminin qui devienne reine et le personnage masculin qui va abandonner des choses pour la suivre. D'accord. Et il y a eu des retours de certaines lectrices. Après, voilà, c'est une histoire, donc chacun la prend comme il veut, mais qui était un peu en mode, que le personnage féminin avait été un peu égoïste. Oui, d'accord. Et que il aurait fallu comprendre les problèmes du personnage masculin et que ce soit elle qui lâche certaines choses. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il y a une petite injonction en France, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre de notre culture politique au départ. C'est que, et c'est pour ça qu'il y a autant de clivages en ce moment quand les gens s'attaquent sur la bien-pensance et tout ça. C'est parce qu'en fait, il y a une injonction à l'altruisme, une injonction à la générosité. Et en fait, ce qui fait que du coup, quand on est dans l'altruisme ou la générosité aujourd'hui en France, ça va presque être considéré comme normal. Et quand on ne l'est pas ou quand on est un peu plus individualiste, ça va être très, très, très pointé du doigt, ça va être très attaqué. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, quand une personne réussit bien sa vie en France, elle reçoit beaucoup d'agressivité des gens. On voit des voitures rayées et tout ça. Si on va dans d'autres pays comme au Canada, si on dit qu'on vient de prendre l'avion en première classe, les gens vont applaudir et dire « Oh, super !» Voilà. Si on dit ça en France, on va sûrement entendre « Connard !» Voilà, donc, ça va être assez mal vu. C'est pour ça qu'il y a cette injonction-là. Et peut-être qu'en lisant ce livre, il y avait le côté non, on a un personnage, on en a compris la complexité, il faut l'accepter et l'accueillir comme il est. La réalité, c'est que moi, en consultation, très souvent, quand je reçois des couples, même si j'ai affaire à 2 personnes bien, je leur dis très rapidement, vous savez, vous avez aussi le droit de vous séparer. Et d'un coup, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, ils ne vont pas le faire, du coup. Le fait que je l'ai dit, ça enlève cette tension. Mais en fait, c'est le côté, bah oui, c'est vrai on a le droit. Parce qu'en fait, souvent, on se dit, bah non, comme on est des gens bien, ou comme quelqu'un a vécu quelque chose de mal et tout ça, je suis obligé soit de m'adapter, soit de comprendre. Mais la réalité, c'est qu'il y a des fois, on est bien aussi à distance des personnes qui ont certaines problématiques, certains problèmes qui font trop écho chez nous. Si on a été en couple avec, si on a eu le complexe du sauveur pendant 3 relations, qu'on a été avec des gens qui étaient cassés et qu'on les a portés, on les a soulevés, puis une fois qu'ils allaient mieux, ils sont un peu éloignés. C'est normal qu'à la 4e relation, on se dise non, cette fois-ci, je vais m'écouter un petit peu plus, mais c'est pas par égoïsme, c'est parce que j'ai envie de vivre quelque chose qui soit d'égal à égal avec la prochaine personne. Ça n'efface pas ce que j'ai fait avec les 3 autres personnes, donc voilà, je peux être fier de ce que j'ai accompli, mais maintenant, je peux prendre un temps pour m'écouter un peu plus. Et donc là, je vois un écho à ce que tu viens de dire comme histoire. On est sur quelqu'un où en fait, on lui en veut finalement d'avoir écouté sa propre destinée, alors que jusqu'à ce moment-là, en fait, elle était que dans de la préexistence par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'en gros, elle était là pour exister dans le scénario des autres. Bien sûr, ouais. Non, c'est pas ça la vie. Après, c'est une fin qui a été quand même pas mal acceptée parce que ça changeait justement de ce qu'il y avait. Mais c'est quand même des petits retours qu'on a eus où nous, de notre côté édition, on s'est dit tiens, c'est bizarre parce que nous, on trouvait ça. On trouvait ça vraiment logique en fait. C'est le sens du sacrifice. On aime beaucoup le sacrifice et je pensais pas que français parce que tu regardes même les grandes sagas comme Avengers et tout ça, donc sans spoiler, souvent ceux qui se sacrifient, ça va être les personnages phares. Et d'ailleurs, on trouve que c'est beau parce qu'ils se sont sacrifiés.
alors que souvent c'est complètement bête. Ils ont des enfants, ils ont une femme, ils ont peut-être, bref, ils ont des obligations, des choses comme ça. Peut-être qu'il y a un autre personnage pas loin dans le coin qui pourrait survivre en plus à ce truc-là, et qui, il n'était pas là à ce moment-là. Enfin, voilà. Et parce que si c'était ces personnes qui l'avaient fait, on a trouvé ça moins fun, moins légendaire. Et en fait, voilà, on aime la culture du sacrifice. Et d'ailleurs, c'est une culture qui a été aussi appropriée par le fait que souvent, on trouve une certaine noblesse dans, par exemple, les mères de famille qui sont beaucoup sacrifiées pendant des siècles pour la famille, et qu'aujourd'hui, quand il y a une émancipation de la femme, il va y avoir beaucoup d'animosité, beaucoup d'agressivité, et puis ils vont être associés à des idées comme égoïstes, parfois même si elles écoutent leur plaisir, c'est nymphomanes. Enfin, bref, on rentre dans du jugement, parce qu'on n'a pas été dans le sacrifice. Alors que concrètement, on n'est pas né pour être dans le sacrifice. On est né pour vivre nos vies et avoir du bonus au contact des autres. Mais j'aimerais bien rebondir sur une notion que tu as évoquée, c'est le syndrome du sauveur ouais, ou de la sauveuse. Ouais. Et ça, c'est aussi un personnage qu'on rencontre beaucoup, surtout chez les personnages féminins, qui justement vont souvent aller réparer le bad boy un peu cassé dont je te parlais un peu plus tôt. Ouais. Et ça, j'imagine que ça peut du coup provoquer des relations toxiques. Bien sûr, c'est une relation toxique parce qu'en fait, on est dans une volonté de changer l'autre. Que ce soit en bien ou en mal, peu importe, on veut changer l'autre. Moi, je dis souvent à mes patients, la phrase la plus belle que je peux entendre en consultation, c'est quand quelqu'un dit à l'autre, avec toi, je vis ma vie, mais en mieux. C'est-à-dire que voilà, je vis ma vie individuellement, c'est moi, mais avec toi, je vis des choses en plus. Voilà, c'est cool. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Mais ce n'est pas, encore une fois, une préexistence. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché mon âme sœur, je n'ai pas cherché quelqu'un qui allait me compléter. Je peux exister par moi-même et avoir quelqu'un qui vienne s'ajouter à ça et puis vivre des projets communs. Et voilà, ce sera tout l'objet de mon livre, n'est-ce pas, où justement, il y a toute cette partie-là, en fait, déconstruire amour, couple et sexe qui sont trop souvent fusionnés. Mais là, quand tu dis ça, moi, je pense aussi dans l'autre sens. J'ai vu aussi des films comme 500 jours ensemble. C'est un film avec Joseph Gordon-Levitt. Et en fait, il est amoureux d'une fille qui, elle, ne veut pas s'engager en couple. Mais elle est claire avec ça, elle est claire. Et en fait, à l'époque où il est sorti, ce film, je crois que c'était en 2014 ou 2013. Et en fait, quand ce film sort, on se dit « Waouh, mais lui, il fait tout ce qu'il faut pour elle, il est là, il est présent et tout ça. » Et elle veut pas s'engager, elle est vraiment pas cool. Et pendant très longtemps, des gens qui regardaient ce film se sont dit « Tu sais, c'est le film où il y a le mec bien là avec une fille vraiment pas cool. » Voilà. Et en fait, si on le regarde aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis, avec l'émancipation et puis avec MeToo et tout ça, aujourd'hui, en fait, lui, on se rend bien compte qu'en fait, il est dans une toxicité parce qu'en fait, il essaye de la changer pour aller vers une norme, un modèle que lui, il a cru. Alors, c'est sûr, c'est un modèle d'amour, un modèle de vie à deux, c'est très beau, hein, mais il la force à aller contre sa nature. Et donc, en gros, c'est juste un forceur. Et c'est juste quelqu'un qui est dans une forme d'harcèlement. Et c'est ça qui est beau, c'est que le film, à l'époque, quand on le regardait, à la fin, on se dit, au moins, il a trouvé son chemin à la fin du film. Et là, aujourd'hui, quand on le regarde, on se dit, au moins, il a compris qu'il ne fallait pas faire ça avec les personnes. Ouais. Voilà. Et donc c'est un film 500 jours ensemble que je conseille vraiment à tout le monde pour montrer une relation toxique avec deux personnes qui sont juste bien, en fait. Voilà. Il n'y a pas toujours le méchant et le gentil. C'est ça qui est important. Mais c'est vrai que dans les livres, peut-être, c'est quelque chose qu'effectivement on retrouve plus souvent. Parce que je pense que peut-être qu'il y a parfois des auteurs qui s'imprègnent plus dans un personnage que dans un autre aussi. Oui. J'ai l'impression que quand c'est dans du cinéma, alors pas tout le cinéma, mais il y a quelques films comme ça qui ressortent un peu. Dans les livres, je verrai La délicatesse, par exemple, on est dans une relation toxique. Au départ, mais qui devient moins toxique parce qu'on accepte l'autre comme il est et pas pour ce qu'il doit amener chez nous. Donc voilà, parfois la toxicité, c'est pas forcément des méchants. C'est ça qui j'insiste vraiment là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup le fil conducteur de beaucoup de fiction. Oui, malheureusement. mais on a beaucoup. Le roman dont je te parlais plus tôt, Fantasy, c'est une trilogie. Elle a choisi d'écrire du point de vue féminin et masculin. Du coup, on comprend pourquoi c'est logique justement que ce soit pas la fille qui abandonne tout pour rejoindre le garçon. Et ça, c'est assez intéressant, les auteurs qui ont les démarches d'avoir des points de vue masculins et qui lui avaient permis aussi de déconstruire pas mal de trucs chez elle et son rapport avec son mari ou d'autres hommes dans la vie en règle générale. Et du coup, c'était assez intéressant. C'est vrai que en fait, en faisant ça, on déconstruit la notion
de bien et de mal, en fait, on n'est que sur du point de vue. Et les points de vue, c'est ce qui permet de développer de la bienveillance pour les gens. Je pense à un film, alors moi, souvent, j'aurais des références par rapport à des films, mais il y a un film sur l'infidélité, par exemple, qui s'appelle Last Night. Donc, c'est avec Keira Knightley, Guillaume Canet, Sam Worthington et Eva Mendes. Et en fait, c'est un couple, donc Keira Knightley et Sam Worthington, qui sont très heureux. Et, sauf que lui, il part en voyage d'affaires avec son entreprise, et puis elle va rester seule pendant 2 jours. Mais tout va bien entre eux. D'accord. Sauf que lui, il va en voyage d'affaires avec cette collègue de travail qui est Eva Mendes, et il y a un jeu qui commence à s'installer entre eux. Et en fait, en une nuit, il se passe quelque chose, c'est que lui, on le voit avec cette collègue, et puis elle tombe sur un ami d'enfance avec qui elle avait elle a eu un couple auparavant, ça n'a pas marché, qui est Guillaume Canet. Et en gros, pendant toute une nuit, on les voit être tentés. Et en fait, toute la nuit, lui, c'est plutôt par le côté émotion, sentiment de ce qu'on a vécu à l'époque. Lui, c'est vraiment l'attirance sexuelle, mais en même temps avec quelqu'un qui a une vulnérabilité. Et en fait, on a envie que ça marche entre eux parce qu'on les a vus heureux au début. Et en même temps, on a envie qu'ils aillent vers cette émotion immédiate. Et en fait, ça place le spectateur. Alors évidemment, si on n'est pas trop sensible à ces notions de fidélité, si on a beaucoup vécu d'infidélité dans sa vie, ce type de film va être douloureux. Voilà, donc il faut peut-être éviter. Mais en gros, on a vraiment envie que les deux écoutent leur envie immédiate. Et en même temps, on se dit, mais non, c'est dommage pour après, s'ils se retrouvent après, moi, je veux pas voir ça. Hein, voilà. Et donc, en fait, c'est vraiment pour montrer que justement, il y a ça aussi. La notion de nuisance, le fait de faire mal à l'autre personne dans le couple, elle n'est pas toujours visible ni contrôlable et elle peut être comprise. Et on n'est pas obligé de comprendre quelqu'un pour l'accepter. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'en gros, très souvent, effectivement, le fait de se sortir de ce point de vue-là, ça permet de créer plus de bienveillance. Et c'est pour ça que quand on n'arrive pas à être bienveillant avec son partenaire ou sa partenaire, c'est parce que très souvent, on n'arrive pas à sortir de nos émotions à nous. Voilà. Et de nos codes, et de nos apprentissages, notre culture. Voilà. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Et du coup, j'aimerais revenir sur même si on est toujours un peu dans le truc, mais des relations toxiques. Est-ce que il y a un moment donné où quand est-ce qu'on s'en rend compte en fait qu'on est dans une relation toxique? Et est-ce que, alors j'espère vraiment que la réponse est positive, mais est-ce qu'il y a du coup un moyen de s'en sortir? Oui. Alors en fait, le moyen de s'en sortir est le moyen qui n'est presque jamais utilisé par les personnes concernées. Et c'est pour ça que plus on en parle, plus les gens vont peut-être pouvoir opter pour ça. Mais comment on s'en rend compte, ça dépend vraiment des gens. Ouais, c'est très rarement les gens extérieurs qui nous font ouvrir les yeux. C'est ce que j'allais dire. On a souvent plein d'amis qui nous disent lui, il n'est pas fait pour toi, il est un peu bizarre. Et en fait, ça enferme encore plus. Et comme lui, il va rebondir dessus, lui ou elle va rebondir dessus, la personne dans le couple va fermer cette voie d'accès. Hop, pas OK. Donc, du coup, en fait, on se retrouve à perdre quelqu'un qui avait repéré les choses. Donc, souvent, on s'en rend compte à force de se dire en fait, on m'a cassé dans mes élans, cassé dans mes joies. En fait, très souvent, les personnes, je vois qui s'en rendent compte petit à petit, ils se disent pas un jour « Ah oui, je crois que je suis avec ma narcissique ». Non, très souvent, en fait, ils se disent je suis bloqué de partout. Et puis d'un coup, ils se rendent compte, ils disent « Mais pourquoi je suis bloqué ? Ça, je savais faire ça avant, et ça, je pouvais faire. » Et là, en fait, tout renvoie à la même personne. Et d'un coup, on fait « Ah ouais, mais en fait, il faut que je me libère de ça. » Et en fait, souvent, ces personnes-là ne se disent pas assez un pervers narcissique, donc il faut que je me libère. Ils se disent ah oui, mais c'est bête que je me freine juste pour mon couple de faire ces choses. D'accord. Et du coup, ils vont essayer de relancer une dynamique et elle va être à nouveau cassée. Et c'est là où ils vont dire ah, ça, donc c'est pas normal. Ça, quoi. Parce que c'est pas normal, j'ai envie de faire un truc, il y a un truc qui me passionne et on me l'a cassé là dans le neuf et je l'ai vu. Là, je l'ai vu qu'on me l'avait cassé en vol. Je parle d'une passion, je parle d'un truc et on me fait t'es sûr ? Ou alors je parle d'une amie, je fais oh, tu me montres comme ça. Ah ouais, tiens, là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et en fait, après, on se renseigne, on regarde des livres et tout ça, comme Tant pis pour l'amour, de Sophie Lambda, qui est une BD qui raconte du coup avec un pervers narcissique. Voilà. On regarde ces choses-là, puis d'un coup, on fait ah ouais, là, je suis dedans. On se sent concerné par. C'est ça. Ouais. Mais très souvent, voilà, quand on monte les pervers narcissiques et tout ça, très souvent, il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par leur ex et tout ça. Mais ce qui est plus fort, c'est de s'en rendre compte dans la relation où on en est actuellement. Et le conseil que je donnerais souvent, c'est qu'on perd énormément d'énergie à essayer de transformer après la personne pour qu'elle ne soit plus pervers narcissique. Ouais. De lui montrer ses incohérences ou alors de lui montrer tous ses mensonges. Enfin, on essaie de la faire progresser ou reconnaître. Ça n'arrivera jamais. C'est vraiment pas possible. Ce n'est pas possible. Cette personne-là ne peut pas reconnaître. Moi, j'ai vu une situation où je pouvais craindre pour un patient parce qu'un jour, il voulait confronter son père qui était pervers narcissique avec tous les mensonges qu'il avait. Sauf qu'il m'a dit oui, je vais aller à un endroit, je vais lui dire que j'ai dit à personne, comme ça il sait qu'il n'est pas en danger, tout ça. Et la réalité, c'est que même si c'est son père, il aurait très très bien pu le faire disparaître. Dans ce moment-là, les pervers narcissiques sont
peut vraiment aller dans l'extrême, dans des choses on ne peut pas calculer, c'est imprévisible. Ou alors, après appeler toute la famille et dire qu'il est devenu fou, ou que, voilà, on ne le rend pas OK, encore une fois. Ouais. Donc, dire, oui, il est venu, il m'a menacé, il m'a frappé, et tout ça, alors il n'a rien fait de tout ça, mais du coup, tout le monde se retournerait contre lui. Voilà. Voilà. Donc, en fait, le meilleur moyen, c'est de créer une barrière, de fermer, de couper les ponts totalement. Par exemple, j'avais une patiente qui avait du coup un pervers narcissique chez elle et elle a réussi à trouver la maîtresse de son pervers narcissique. Okay. Et en fait, elles se sont rencontrées et là, elles se sont rendues compte qu'elles avaient exactement le même discours, exactement le même vécu, qui leur faisait subir les mêmes choses et tout ça. Et elles ont pris une photo en selfie, elles lui ont envoyé et elles ont mis « on sait », juste ça. Et ben, il a disparu de la circulation, elle est rentrée, il avait plus ses affaires, il était plus là et tout ça, il est parti. Voilà. Et on peut pas supposer qu'il soit suicidé, ce monsieur-là, parce que pervers narcissique sous-entend qu'il y a de trop grosses failles narcissiques pour en arriver là. Il s'aime beaucoup trop pour ça. Et en fait, du coup, elle était libérée, et sa fille aussi, parce qu'elle avait une petite fille qui pouvait être touchée. Voilà. Et voilà, c'est vraiment créer ce pont. Le côté, je vais pas essayer de te faire convaincre, parce que j'ai une patiente, une fois, elle m'a dit, excuse-moi si je parle trop, mais c'est un sujet c'est vraiment, c'est des schémas que moi j'ai plutôt fictifs dans la tête par rapport à ce qu'on a pu croiser, mais du coup c'est vraiment hyper surprenant de se dire c'est réel, quoi. Dans la vraie vie, ouais. Donc, du coup, j'avais une patiente, elle avait trouvé le deuxième téléphone de son conjoint et en fait, ce deuxième téléphone était synonyme forcément de tromperie et plein de choses. Hein. Clairement, en fait, il l'avait caché, il l'avait voilà, et elle avait déjà des doutes. Et en fait, il est monté, il est tombé sur elle avec le téléphone. Il a pris le téléphone et il l'a explosé contre le mur. Et là, à partir de là, il a été dans un négationnisme. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'elle parlait de ce téléphone-là, il dit « Mais de quel téléphone tu me parles ? Je ne vois pas du tout de quoi tu me parles. » Mais premier degré, vraiment. Ah oui, donc lui, il y croyait. Vraiment, il dit « Mais de quel téléphone tu me parles premier ?» mais c'est dingue, ça. Et en fait, à force de lui dire ça, elle aussi, elle a fini par se dire « Mais j'ai peut-être rêvé, peut-être que j'ai cru que ce téléphone... » Et je me rappelle l'avoir eu dans les mains, pourtant. Enfin, non, mais ça se trouve, c'était dans un rêve. En fait, il avait tellement convaincu de ça qu'elle a fini par penser qu'elle avait fabulé. Et la réalité, c'est que non, il y a encore la marque sur le mur. Donc, mais en fait, il nous lobotomise pour qu'on oublie vraiment ce qui est tendancieux, ce qui va être la dynamique de mensonge, et il nous dit mais non, mais ça c'est toi, enfin non, tu as cru, enfin voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont très forts, c'est parce que même des personnes très fortes, très douées intellectuellement peuvent être retournées par leur technique en fait de conditionnement. Mais c'est vrai que nous c'est vraiment quelque chose qu'on évite, quoi, parce que à titre, je pense, nous, toutes les personnes qui sont dans l'équipe de Cherry Publishing, à titre personnel, on a tous, je pense, croisé des romances comme ça. Et on est vraiment toutes d'accord pour essayer de pas mettre ces situations en avant. Par exemple, on a un roman où il y a où va y voir le personnage masculin qui, dès que la personne, justement, va dire « Oh, ton comportement, il est un peu étrange, etc. », va remettre en question certaines choses. Le personnage masculin, il va prendre un verre et pam, contre le mur. Et c'est presque un geste viril, sexy, je sais pas comment trop le qualifier. Nous, on enlève ça. En tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Nous, ça, on essaie un maximum de l'enlever parce que ça, c'est quand même pas, voilà. Mais ça me fait un peu penser à ça. C'est peut-être la limite. Je suis pas écrivain, hein, mais du coup, la limite de la narration, c'est-à-dire que parfois, pour avoir quelque chose de assez visuel, ouais, d'accord, t'es obligé de créer l'effet de surprise. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais après, je pense qu'il y a quelque chose qui parle beaucoup plus, qui est beaucoup plus fort, si on voit peut-être un conflit de communication qu'un conflit de toxicité où on va essayer d'écraser l'autre. Mais c'est très souvent. Moi, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à regarder des comédies romantiques, par exemple, parce j'étais très mal à l'aise. En fait, toujours, c'est la rencontre, c'est beau. Il y a un quiproquo et on se rabiboche. C'était toujours un peu. Et moi, dans le moment où il y a le quiproquo, j'étais tellement mal à l'aise. C'est l'élément perturbateur du film, un peu. C'est ça, voilà. Et j'étais mal à l'aise parce qu'il y a le côté très très mal à l'aise. Je ne vivais pas bien ces moments-là parce que j'avais l'impression qu'en gros, on montrait une nouvelle fois que bah oui, il faut passer par là. Comme quand on dit c'est normal de se disputer quand on est en couple. Un couple qui ne se dispute pas, c'est pas normal. Non, la réalité, c'est qu'on peut communiquer, ne pas être d'accord, mais pas être dans la dispute non plus. On peut parfois aussi tomber d'accord pour pas être d'accord. Voilà. Mais cette injonction, encore une fois, au côté, c'est le conflit qui vient encadrer la paix. La réalité, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler de paix quand on ne déclenche pas de guerre. Quand on parle de cordialité, de respect, on est déjà dans ces notions-là. Et c'est vrai que ce verre qui est explosé, c'est une expression émotionnelle, c'est-à-dire que la personne elle a une rage à l'intérieur et qu'elle a fait sortir comme ça. Sauf que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait donner l'injonction de dire il est parti de la pièce.
Et c'est déjà moins toxique, moins violent, moins voilà. Il est parti de la pièce, il s'est écouté parce qu'il était dans un débordement émotionnel. Et ça sera tout aussi visuel. Voilà. Et donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir sur le côté, si je veux que mes lecteurs et lectrices trouvent des stratégies pour gérer leurs émotions, je peux moi aussi montrer des personnages qui le font. Ou alors, je montre clairement que lui, il est dans l'erreur parce qu'il a fait ça. Voilà, ça et quand tu dis que ça remet à quelque chose de viril et tout ça, c'est de la virilité toxique parce que s'il faut en arriver à casser un verre pour qu'on soit entendu, c'est clair. C'est pas top. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on retravaille beaucoup, mais qu'on croise aussi beaucoup, même dans les films. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc super visuel, le gars qui s'énerve et qui casse, mais c'est par amour, parce qu'il est trop... Je trouve que c'est pas très, très sain. L'expulsion des émotions, en fait, en plus, chez les femmes en général, quand une personne va exprimer ses émotions, on va très vite à catégoriser. Ça va être quelqu'un qui va être traité de folle, d'hystérique. Oui, voilà. c'est vrai ça. Et quand il s'agit d'un homme, d'un coup, tu renvoies effectivement un côté virilité, tout ça. Pour moi, une scène qui montre bien ça, c'est sur la route de Madison, avec Clint Eastwood et Meryl Streep. Il y a un moment, en fait, il comprend d'une certaine manière qu'il ne pourra pas avoir ce qu'il veut. Et en fait, il y a une rage qui monte clairement, une frustration. Mais en fait, le personnage, on le voit, en fait, il arrive dans sa voiture et on le voit baisser la tête. Et là, en fait, cet abattement, il montre beaucoup plus de choses que s'il avait claqué sa porte de camion. Souvent, l'expression de la colère par lancer un verre et tout ça, ce sont des systèmes de communication. C'est-à-dire qu'en gros, si je suis devant toi et que je boude, je t'envoie de la communication. Alors qu'en réalité, la gestion des émotions, elle passe pas comme ça. La gestion des émotions, c'est de se dire, bon, là, je ressens ça, comment je peux l'accepter, comment je peux le diminuer ou le contrôler, comment je peux peut-être essayer de comprendre pour pas que ça se reproduise. Mais en gros, c'est presque bloquer l'intellectualisation des émotions. Et donc, c'est un nivellement par le bas. On a eu un autre roman, désolé, moi je te prends beaucoup d'exemples de romans qu'on a à chaque fois. Ça permet en plus de confronter un peu les films et les livres, c'est assez intéressant. Mais par exemple, on a eu un autre roman donc, qui s'appelle La dernière muse de L4, qu'on a aussi reçu dans le premier épisode du podcast. Et où le premier chapitre, moi je sais qu'en plus je l'ai écouté en audio quand je suis rentrée d'un voyage, quand je suis rentrée de Thaïlande dans l'avion, j'ai écouté un de nos livres en audio, c'était une expérience assez amusante. Okay. Mais la première scène, donc c'est une scène de viol en fait, et ça m'a beaucoup surprise parce que dans les livres, et je pense notamment à un autre roman qui n'est pas du tout de chez nous, mais qui est 365 jours, dont tu as probablement entendu parler. Moi, j'ai pas lu le livre, pour être tout à fait transparente, parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, mais j'ai vu quelques extraits du film. Oui. Et voilà, tout à fait. Et j'en ai pas trop parlé avec L4, mais il y avait un truc c'est super intéressant parce qu'elle a pas du tout fantasmé cette scène-là. Et alors que dans ce type de littérature et dans pas mal de films, c'est aussi un truc qui est beaucoup c'est glamourifié. Oui, glamourisé. Glamourisé, voilà. Oui, t'as raison. Et c'était aussi un autre truc donc on a gardé cette scène-là dans le livre parce que justement, elle était décrite comme étant quelque chose de pas normal et dont le personnage masculin qui est dans la scène qui est pas normal. Et on a trouvé ça super intéressant aussi. C'est vrai que très souvent, l'amalgame, c'est... par exemple, imaginons quelqu'un qui va subir un viol, imaginons par exemple à 11 ans. Voilà. On va lui dire, du coup, c'était sa première fois. Sa première fois qu'il se passe comme ça, oh là là. Et en fait, là, on est dans l'erreur parce qu'en fait, on associe du coup, par exemple, le viol à du sexe. Alors que le sexe, c'est du partage, c'est une activité sexuelle, une activité sportive consentante dans le but de chercher son plaisir. Le viol, ce n'est pas ça. Le viol, c'est de la violence. D'ailleurs, ça a la même racine, viol, violence. Voilà. Et c'est pour ça que dès l'instant où on décrit la chose comme un fait de violence, c'est beau. Par contre, si on le décrit comme un fait romantique, un fait... passionné un peu. Parce que même la personne qui est dans l'acte de violer, elle n'est même pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la sexualité. Elle est dans quelque chose de l'ordre de la paraphilie, c'est-à-dire du coup le fait de posséder, de contrôler, de faire subir. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans les notions du sexe. Donc dès l'instant où l'auteur prend cette distance avec sexe-violence, c'est bon, on peut parler de tous les événements. Et oui, on les glamourise parfois avec le côté elle a dû réfréner le fait ça lui a plu. Non, ça ne plaît pas de perdre le contrôle, ou alors seulement si on l'a décidé au préalable avec la personne, dire voilà, j'ai envie de perdre le contrôle, d'être en soumission. Mais là, quand il s'agit d'un viol, il n'y a pas de prérequis. Voilà.
Oui, c'est clair. Mais oui, désolée, je me suis éparpillée un peu, Non, mais c'est vrai que c'est très bien. ça m'y a fait un peu penser dans la catégorie on essaie de mettre en avant des choses plus saines. Après, ne pas le montrer, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être opter pour dire, voilà, arrêtons de mettre des scènes comme ça dans les romans, ou comme ça. Oui. C'est quand même bien de donner une visibilité, parce que peut-être que d'un roman, effectivement, on peut commencer avec un viol, et après se rendre compte que cette personne-là, du coup, de cette expérience-là, elle arrive aussi à en tirer des choses pour se protéger de choses peut-être moins graves dans la vie de tous les jours. Mais voilà, donc ça veut dire c'est horrible, mais j'en fais quelque chose de porteur, je transforme quelque chose. Moi, je dis jamais c'est super que ça vous soit arrivé. Je dis toujours, par contre, ça vous est arrivé, maintenant il faut passer dans le moment de l'acceptation. Et l'acceptation, ça passe par en faire un sens commun pour autre chose. Voilà. Et là, si le livre part sur cette base-là, peut-être que... Oui, le livre, il part sur ça, parce qu'en fait, ça explique pourquoi l'héroïne, c'est quelqu'un de très froid et de très fermé. Donc, et c'est aussi une façon... On ne voulait pas, en fait, parce que souvent, en plus, les personnages féminins qui sont froids et fermés aux personnages masculins, c'est tout de suite des frigides... J'aime pas ce mot, hein, mais... et du coup, c'est pour ça que cette scène, elle a été gardée aussi. Et oui, ça m'y a fait penser par rapport à ce que tu disais juste avant. Et du coup, j'aimerais revenir sur comment tu fais en fait, pour te sortir d'une relation toxique. Est-ce que... Alors, bien sûr, sans trop de précision, mais est-ce que tu as déjà eu des cas de personnes qui sont dans une relation toxique qui vont justement en thérapie et pour qui ça marche à la fin? En général, les personnes qui sont toxiques, vraiment pour une autre, n'arrivent jamais à pousser les portes d'un cabinet. Ouais. D'ailleurs, très souvent, quand j'ai une patiente ou un patient qui est concerné, qui a un compagnon toxique et tout ça, très souvent, je leur dis, il peut venir la prochaine séance si vous voulez, vous pouvez l'accompagner, tout ça. Et puis eux, ils sont vraiment, vraiment chauds en général. Mais comme par hasard, quand ils vont l'exposer à leur compagnon, ça va être tout de suite, moi, je vais devenir pas OK. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour me rendre à ton psy, ou alors les psys, ou alors machin, où c'est plus subtil. Parfois, ça peut être on y va, et puis d'un coup, les jours d'avant, il y a des conflits. Je dis, mais tu vois, ça, c'est à tous les coups, c'est parce qu'on doit aller chez ton psy, ça te met dans une posture, je te sens hyper agressif avec moi. Voilà, ça va être beaucoup de choses comme ça. Ou alors, ça va être une annulation au dernier moment, en fait, comme par hasard, la personne arrive toute seule. Voilà. En tout cas, ils passent jamais les portes. Vraiment, je les trouve pas. Par contre, moi, je fais des groupes thérapeutiques de personnes qui sont en couple ou qui ont été avec des pervers narcissiques dans l'environnement. Et à chaque fois, je fais exprès, c'est que je prends toujours... Moi, je suis un grand malade quand je fais ça, mais c'est que je prends 5 patients ou patientes, mais la plupart du temps, c'est souvent des patientes. Je pense que des hommes qui ont été parfois malmenés par des pervers narcissiques n'ont peut-être pas le réflexe de travailler dessus. Ils ont peut-être parfois le réflexe de condamner ou de se blâmer, mais ils n'ont pas fait un travail thérapeutique dessus. Alors que peut-être aujourd'hui, il y a plus de facilité pour certaines femmes d'aller débloquer la parole là-dessus. En tout cas, c'est ce que je constate dans mon cabinet. C'est peut-être pas vrai partout, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je vois. Et dans les groupes thérapeutiques, souvent des femmes, du coup, et je fais exprès, je prends une patiente qui ressemble beaucoup à ce que m'a décrit de la maman d'une autre patiente, mais qui n'est pas toxique, mais voilà, qui est sa maman. L'autre, du coup, fait un rebond, elle ressemble beaucoup à son compagnon dans son fonctionnement et tout ça. Enfin, je fais tout pour que, finalement, on ait l'impression qu'on peut faire corps avec une personne qui ressemble à quelqu'un de notre entourage. Et quand on fait ça, d'un coup, on se dit, mais elle a réussi à avoir un problème avec un pervers narcissique, mais ça veut dire que si elle a eu ça, moi, c'est logique que j'ai eu aussi. Parce qu'en général, c'est des femmes qui ont une bonne situation, enfin, peu importe, hein, mais elles ont une situation qui est claire, elles se portent plutôt bien, elles ont un bon vocabulaire. Voilà, il n'y a rien qui vient signer le côté c'est en même temps, c'est normal que cette personne. Voilà, elles ne peuvent pas blâmer l'autre, elles peuvent que être dans le côté, en fait, on n'est que sur 5 femmes tout à fait normales, classiques, basiques. Et elles ont quand même subi ça. Ce qui prouve bien qu'en gros, c'est pas la victime qui définit le bourreau, c'est vraiment le bourreau qui a trouvé sa victime et c'est tombé le mauvais jour, le mauvais moment sur cette personne. Voilà. Donc au final, oui, il vaut mieux couper à la fin avec la personne. Couper les ponts. Mais après, c'est toujours pareil, c'est que quand on essaie de couper, souvent les personnes me disent oui, mais du coup, il est revenu à la charge. En fait, il faut couper avec juste un élément, dire voilà, je sais que tu es un pervers narcissique, je ne veux plus te parler, mais ne pas essayer de convaincre la personne qu'elle est un pervers narcissique. Voilà. Juste se protéger soi, du coup. C'est ça. Mais ça, voilà, et souvent les gens, je leur dis, mais s'il faut envoyer un SMS pour la rupture, on le fait, il faut se protéger en fait, on s'en fiche. Dans 5 ans, on se dirait que cette personne-là, elle méritait peut-être pas autant d'égards que ce qu'on a fait de l'attendre le soir, d'en parler directement. Voilà. On est sur une relation où en fait il y a un besoin aussi de ressortir de l'eau. Donc souvent, quand les personnes en arrivent là, la manière, on s'en fiche un peu. Hein. Ce qui compte, c'est et on souffle.
Mais ces personnes-là, de toute façon, les personnes narcissiques, très souvent, ils n'ont pas qu'une personne. Ils ont plein de petites situations à droite à gauche, des potentiels aussi. D'ailleurs, le pervers narcissique, il a aussi ça souvent. Ce qu'on observe, c'est que dès l'instant où une relation est finie, il reprend son répertoire, il cherche et en fait, il fait une liste de toutes les personnes avec qui il pourrait être à nouveau. Voilà. Il ne va pas rester longtemps célibataire. Le but, c'est de retrouver vite quelqu'un à investir, quelqu'un à avoir à son crochet. D'accord, ok. Je ne savais pas du tout ça, que c'était ce genre de... Enfin, je ne savais pas qu'il y avait cet aspect avoir d'autres options. Ah si, toujours avoir des crochets partout, des relations partout, et d'ailleurs des relations aussi parfois qui vont être plus ou moins montrées ou pas, aussi pour créer plus ou moins une insécurité chez le partenaire, justement pour dire, voilà, il y a telle personne, hop, la petite insécurité qui monte, hop, c'est bon, je ne reparle plus, elle reprend la confiance, hop, je vais lui reparler de telle personne, voilà. C'est permanent, c'est de la manipulation en fait. On est sur tout le temps garder le contrôle sur la situation et on le fait peu importe le moyen. Et du coup, est-ce que... Pardon ? Ça fait peur. Oui, je sens que d'un coup, je sens la chair de poule venir jusqu'à moi. Oui, parce qu'en fait, ça me refait... ou alors ça me fait penser à des choses que j'ai lues et quand j'étais... Aussi, ça me fait penser à des choses que j'ai lues quand j'étais plus jeune et peut-être que moi aussi j'ai glamourisé et que maintenant je me dis, oh, quel enfer. Mais parce qu'on n'imagine pas que ce genre de personne existe. Et même quand on l'imagine, j'ai encore des personnes qui me font, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider ? Oui, voilà, moi c'est surtout ça aussi où je me dis, je pense que je me dis, j'ai quand même parfois la petite idée de me dire, ah mais c'est quand même des gens qui vont pas bien. Et je le sais, et du coup c'est dommage de pas pouvoir aider la personne, alors qu'au final je pense que c'est pas notre rôle. Mais c'est vrai qu'il y a cette petite idée, et je pense qu'il y a dans beaucoup de livres aussi, il y a le personnage féminin qui se dit ça, et donc ça évite les ruptures. C'est ça, c'est peut-être la petite différence qu'il faut faire, c'est que c'est pas des personnes, peut-être c'est des personnes qui vont pas bien. Je m'exprime peut-être mal, je suis désolée. Non, mais c'est ça, c'est sûrement des personnes qui vont pas bien, mais par contre il faut surtout pas se tromper, ce ne sont pas des personnes qui vont mal. Dans le sens où ils sont pas dans un sens dans leur vie qui est très commun, ils sont pas dans quelque chose où ils vont vivre un beau moment et hop, ils vont bien. Non, eux, ils vont se nourrir d'autre chose. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas malheureux, ils sont pas tristes, ils sont pas... En fait, les émotions, elles sont vraiment très, 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 très calmées. Et finalement, les émotions fortes, c'est celle d'avoir réussi à contrôler une situation, la jouissance de cette situation. Donc, on n'est pas dans quelque chose où, clairement, la personne va être mal d'avoir fait le mal ou mal de voir quelqu'un de mal. Faut pas s'inquiéter pour eux, entre guillemets, j'ai envie de dire. C'est des personnes, c'est leur mode de vie, leur mode de fonctionnement. Ils trouveront toujours un endroit pour l'exprimer. Mais voilà, il faut vraiment pas s'inquiéter pour ces personnes. C'est pour ça qu'on a un peu ce réflexe de dire, mais comment on peut aller le décoincer de ça ? Mais en fait, c'est parce qu'on a l'impression qu'on doit sauver une personne qui est dans le faux. Mais cette personne-là, c'est sa réalité. Et c'est comme si moi, je voulais absolument te convaincre que cette table, elle est noire alors qu'elle est blanche. Tu sais qu'elle est blanche, on t'a appris qu'elle est blanche, mais si je te dis non, elle est noire, il y a un moment, tu ne voudras jamais l'apprendre que c'est blanc, parce que tu vas te dire, je vais être en inadéquation avec tout le reste du monde. Et eux, leur monde, c'est de manipuler. Ils ne peuvent pas accepter que tu leur sortes de ça. Mais ok, je pense que ça va. Je pense que c'est quand même un échange qui va être assez intéressant pour nos lecteurs, parce que ils lisent pas que nos livres, mais et du coup, j'espère que ça va pouvoir leur donner des clés de compréhension pour ne pas trop. Ou alors même reconnaître des schémas que potentiellement ils peuvent vivre à travers des choses qu'ils lisent en écoutant cette conversation, j'espère. Et j'aimerais te demander, parce que ça va doucement être la fin de notre échange, mais j'aimerais te demander en fait, est-ce que, parce que j'ai un peu compris que tu étais quand même peut-être un peu cinéphile dans l'âme, beaucoup, est-ce que tu aurais des œuvres, je dis œuvres parce que du coup je compte aussi les livres, déjà t'en conseilles quand même pas mal sur ton compte Instagram. Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller, à lire ou à regarder pour des gens qui seraient déjà soit intéressés par le sujet ou qui se rendent compte peut-être de certaines choses en écoutant la conversation ou quoi ? Est-ce que tu aurais des choses à conseiller, vers quoi se tourner ? Oui, tout à fait. Je m'en vais voir mes fiches. Donc, conseiller sur quel domaine du coup, plus exactement ? La toxicité, tu veux dire ? Oui, je pensais plutôt à ça. Ouais. Alors en fait, moi j'en donnerais plusieurs. Le premier qui me viendrait, en fait moi les idées que j'ai, c'est surtout sur de la toxicité, mais qui est la toxicité invisible, celle qui est encore plus insidieuse et qui fait encore plus mal. La première, ça serait celle d'un film que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas forcément facile à capter pour beaucoup de gens. C'est Don John.
Donc c'est un film de Joseph Gordon-Levitt avec Joseph Gordon-Levitt, donc le même de 500 jours ensemble. J'ai pas entendu des bonnes choses sur ce film, moi. En fait, voilà, parce que souvent il y regardait dans sa première lecture. Et du coup, je vais te donner la deuxième lecture. Okay. C'est qu'en fait, c'est un film où c'est un garçon qui regarde du porno tous les jours, qui du coup se masturbe à chaque occasion. Et en fait, il est dans ce rituel en fait de draguer des filles en boîte, les ramener, faire l'amour avec elles, mais c'est pas assez. Et après, il du coup regarde du porno. Et le film montre à l'extrême ça. Et on voit qu'il rencontre une femme, donc c'est Scarlett Johansson, et pour elle, il est prêt peut-être à arrêter le porno, prêt à arrêter la masturbation et tout ça, et vraiment, on voit que peut-être il va devenir plus normal, entre guillemets. D'accord, Sauf que la réalité, c'est sa relation qui est totalement toxique, et les attentes de Scarlett Johansson qui sont totalement toxiques. Elle est dans quelque chose d'une romantisation à tout prix, une fermeture des émotions, des besoins. Elle ne veut absolument pas qu'il fasse son ménage. Elle veut qu'il reprenne ses études parce qu'il doit faire des études, sinon il n'est pas prestigieux. Elle doit absolument le présenter à toute sa famille. Si jamais il dit que les films d'amour, c'est bête, il se fait déboîter. Bref, on est sur quelque chose de très toxique. Et en fait, le film montre énormément ça à l'extrême pour ensuite montrer à quel point le sexe, c'est pas ça. Les relations amoureuses, c'est pas ça. C'est s'abandonner en l'autre. Et c'est ça qui est important. Et souvent, les gens qui n'ont pas aimé ce film-là, c'est les gens qui n'ont pas regardé jusqu'au bout. Parce qu'en fait, souvent, c'est dans le dernier quart d'heure que tout se joue et que là, on voit vraiment pourquoi on a été si loin dans ce film. Voilà. Et surtout, c'est important de le regarder en étant bien concentré, en ne coupant pas et en voyant bien ce système de répétition. Et c'est ce qu'on a dans les relations toxiques, c'est qu'on répète. Et il y a peut-être une personne qui peut faire la différence, d'un coup, nous montrer est-ce que c'est réellement la sexualité, est-ce que c'est réellement la fidélité, réellement le couple. Voilà. Et donc voilà, c'est un film, il n'est pas à la portée de tout le monde dans le sens où, quand on le regarde en premier degré, on voit juste un gars qui regarde du porno. J'ai eu du mal à le finir, moi, c'est pour ça. Voilà, et en fait, c'est le dernier quart d'heure qui vient vraiment poser ça. C'est-à-dire qu'on est sur des aspects de vulnérabilité et ça peut être intéressant de voir parce que si tu l'as regardé quand il est sorti, de le regarder aujourd'hui, voir peut-être ton œil a changé aussi. Oui, c'est très probable. Je pense que ça aussi, c'est ces films-là qui ont vraiment pas souffert de MeToo et tout ça. C'est même tout l'inverse. Je pense que ça a réhabilité le côté. Eh oui, on va replacer la place, on va redonner de la place aux femmes, mais on va aussi redonner de la place aux hommes. Et ce film-là montre que les deux, ils sont complètement oubliés. Voilà. Donc il y a ce film-là, mais un peu plus classique, je dirais, de regarder Her, donc de Spike Jonze, là qui montre en fait clairement comment on peut investir une relation amoureuse et évoluer dans cette relation amoureuse et presque en vouloir à l'autre d'évoluer. Donc ça se voit autant, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monsieur qui tombe amoureux du coup d'un système d'exploitation dans son téléphone, donc c'est Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson, encore elle. Et en fait, à regarder en VO absolument. Je suis d'accord. Voilà, parce que la VF c'est Audrey Fleurot et elle joue super bien, mais elle le joue façon bonne copine, alors que le film ne veut pas ça, c'est pas l'idée du film. Et en fait, ce film-là vient montrer... comment on peut justement être dans cette préexistence de dire je veux attendre tellement quelque chose de quelqu'un que j'attends qu'il me le donne, et il crée la surprise, bravo, et du coup cette surprise, le moment où elle va s'en aller, on est de l'ordre de l'évolution et on devient toxique parce qu'on attend à tout prix que la personne change pour nous, sauf que c'est un système d'exploitation, il ne peut pas changer pour lui. Voilà. Et ensuite je conseillerais 500 jours ensemble, où là on voit encore une fois le côté je veux absolument que cette personne-là aille vers ma norme, aille vers mon truc et je vais être toxique avec. Et si vous voulez vraiment voir un pervers narcissique pur, dur, il y a un film qui s'appelle Jusqu'à la garde, voilà, qui a eu je crois le César du meilleur film, il me semble. C'est un film français et c'est tout simplement deux personnes qui sont divorcées et on voit un père comment il joue toute sa perversion narcissique sur leur enfant qu'ils ont à charge et son ex. Voilà. Et c'est un film magnifique qui a été multi-récompensé et qui est très très dur à regarder parce qu'on voit vraiment tous les rouages de la perversion narcissique. Il y a Mon Roi aussi, nom de Maïwenn, avec Vincent Cassel. Voilà. Ah oui, bien sûr. Okay. Et là la glamourisation du pervers narcissique, elle est dans la moitié du film. La moitié du film, on glamourise Vincent Cassel. Et c'est justement pour après nous montrer à quel point c'était ça l'erreur dans la toxicité. C'est-à-dire qu'il est viril, il est super et tout ça, mais en fait, non, c'est horrible ce qu'il est en train de faire. Il est en train de détruire une personne. Voilà. Mon roi. Voilà. Du coup, je mettrai toutes tes recommandations dans la description. Et ma dernière question, ce serait si on veut suivre ce que tu fais, suivre ton travail, où est-ce qu'on peut te retrouver finalement? Alors, j'habite au... Suivez-moi dans la rue, si vous voulez. Non, pas dans ce sens-là, bien sûr. Alors du coup, pour me suivre, oui, je suis presque que sur Instagram, donc du coup sur le compte Sexopsycho, pour l'instant, hein, j'ai envie de dire, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de comptes de sexopédagogiques qui sont en train de sauter. Donc, voilà, donc on surveille ça de près, on fait encore plus attention
attention aux mots qu'on emploie. Là, ça fait, je pense, 2 semaines que j'ai pas utilisé une seule fois le mot pénis et sexe, parce que justement, on fait attention aux algorithmes. Donc, Sexopsycho, je fais un post par jour, un live par semaine, un réel par semaine. Voilà, il y a de tout. Et après, bientôt en librairie, peut-être, puisque là, il y a le livre en cours avec Chéri Publishing, donc qui reprend la triade limitante. Et puis après, voilà, j'ai un autre projet à côté, un roman graphique sur les violences dans le couple, voilà, avec mon illustratrice. Écoute, je te remercie encore une fois d'avoir pris de ton temps pour répondre à ces petites questions. Et puis, si jamais on a des questions de la part de nos lectrices, je les redirigerai vers... C'est un sujet très vaste, donc il apportera forcément... Et sachant que, bien sûr, j'ai donné des généralités aujourd'hui et que ça ne peut pas refléter le vécu de chacun. Donc voilà, si jamais il y a quelqu'un qui trouve qu'il y a une différence avec son propre vécu, je peux totalement l'entendre. Et je m'excuse par avance pour ceux qui trouveraient que j'ai trop pris de généralité, justement. Oui, non, bien sûr. Je me suis basé sur mes passions principalement, on va dire. Ouais, moi je me suis basée sur de la fiction, donc sur des personnages fictifs. Donc voilà, écoute, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser, et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. À bientôt pour un prochain épisode.